Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Assalamu alaikum, la famille DMG. Je vous salue toutes et tous. Je salue en premier DMG. Merci vraiment pour cette initiative qui nous permet d'être plus prudents vis-à-vis de ce qui se passe de nos jours. Je passe également le salam à toute la famille et à tous les nouveaux aussi. Je vous invite à aimer les vidéos que vous allez regarder, à partager également pour pouvoir aviser d'autres personnes. Parce que de nos jours, comme vous le dites souvent, le tort est vraiment risqué. Alors, ceci est une histoire qui va arriver. Je vais essayer de faire vite parce que c'est une dame qui m'a expliqué ce qui est arrivé dans un cas assez similaire. Donc, je préfère d'abord vous expliquer ce qui s'est passé avant que cette dame-là ne puisse m'expliquer ce qui est arrivé à son frère en tant que tel. Je suis du Sénégal. Et il y a un jour, j'étais au bureau, j'ai vu un numéro qui m'avait bipé. Alors, je me suis dit que bon, je vais rappeler, étant donné que je gère un groupe des personnes qui font le commerce en ligne et tout, je fais venir des bagages d'un peu partout. Je me suis dit que je vais rappeler, peut-être qu'il s'agit d'une de mes clientes que, voilà, dont je ne reconnais pas le numéro, mais qui a quand même essayé de me joindre. Et j'ai appelé, je suis tombée sur un monsieur. Euh, il m'a dit, j'ai dit bonjour, voilà, puisque je ne reconnaissais pas le numéro. Allô, bonjour. Le monsieur m'a dit, oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai dit, oui, ça va, alhamdulillah. Il m'a dit, vous allez bien. J'ai dit, oui, je vais bien. Qui est-ce, s'il vous plaît? Il m'a donné un nom. J'ai vraiment oublié le nom qu'il m'avait donné, très sincèrement. Mais il m'a dit, est-ce que c'est Yaï Fatou ou bien c'est Yaï Fall? Je ne sais plus trop. Je lui ai dit, non, vous vous êtes trompé. Il m'a dit, ouh là là, Allahu Akbar. Oh, j'ai fait une erreur. Bon, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, m'aider? Parce que actuellement, je suis en route et je n'ai pas de crédit pour contacter une personne. Alors, je voulais savoir si je pouvais vous donner un numéro et que vous lui dites telle personne est actuellement dans la forêt. Donc, textuellement, ce qu'il voulait que je répète à l'autre personne, c'était de dire oui, telle personne a bien reçu le soukorukor. Alors, soukorukor, c'est un terme sénégalais. Ça s'utilise surtout durant le ramadan. Ce sont des cadeaux qu'on se fait entre voisins, entre familles aussi et tout. On achète parfois des paniers bien remplis de sucre, de lait, de chocolat, etc. Vraiment, si vous tapez panier ramadan, je pense que tout le monde connaît assez bien les paniers ramadan. Nous, on appelle ça au Sénégal soukorukor. Alors, il m'a dit, vous allez lui dire, j'ai bien reçu le secours au corps, mais actuellement, je suis en panne avec ma moto dans la forêt. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que je devrais l'appeler? Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de contacter cette personne-là et tout? Il m'a dit que non, je n'ai pas de crédit, donc je ne peux pas la contacter. C'est pour cela que je vous demande de l'appeler pour moi. Étant donné que mon cerveau a tiqué, je lui ai dit non, vraiment, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Vous pouvez essayer de biper cette personne, mais je ne peux vraiment pas l'appeler pour vous. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez m'envoyer du crédit sur ce numéro afin que je puisse la contacter? Je lui ai dit, mais moi, j'utilise une ligne. J'avais du crédit, hein, très sincèrement, et je demande même à Dieu de me pardonner pour avoir menti. Mais je lui ai dit que je n'ai pas de crédit à vous envoyer. J'utilise une ligne téléphonique. Donc, essayez de biper cette personne-là. Elle m'a dit que non, si je la bip, ce n'est
n'est pas sûre qu'elle puisse voir mon appel et tout. Donc, si vous ne pouvez pas m'envoyer de crédit, je vous donne le numéro, s'il vous plaît, vous l'appelez. Là, j'ai dit non, je ne peux vraiment pas. Avant même que je ne finisse ma phrase, il m'a raccroché au nez. Donc, je me suis sentie un peu bizarre. J'ai dit que bon, je vais appeler ma cousine pour lui expliquer ce qui s'est passé. Je l'ai appelée, je lui ai expliqué, elle m'a dit que oui, il y a eu deux de ses sœurs qui ont eu le même problème. Il y a eu un monsieur qui avait appelé sa grande sœur pour lui donner le même scénario. Mais sa grande sœur, elle, avait pris le numéro de téléphone et avait contacté l'autre personne qu'on lui avait demandé d'appeler. Elle a pris le numéro, elle a appelé. Le monsieur lui a dit, ah d'accord, c'est bon, mais moi aussi actuellement je suis en forêt et je ne peux pas appeler. Donc je vais vous donner un autre numéro. Vous allez aussi appeler cette personne-là et vous allez encore lui faire passer tel message. Alors, notre grande sœur a accroché et puis elle a dit, mais c'est bizarre, comment est-ce qu'une personne peut m'appeler et me demander de l'aider? J'appelle l'autre personne me demande également d'appeler une autre personne, etc. Et c'est là que mon oncle s'est levé. Il lui a dit, mais tu es vraiment bête. Prochainement, on ne répond pas à ce genre d'appel-là et tout. Parce qu'en général, c'est des messages pour faire passer des marchandises qui ne sont pas très, très, voilà. Vous comprenez? Parce que moi, quand il a dit sucre, étant donné que sucre, ça veut dire sucre en Wolof, je me suis dit que peut-être il voulait faire passer la poudre blanche et voilà. Habituellement, c'est un de leurs scénarios, c'est-à-dire qu'ils vous demandent de passer un appel pour l'autre, de passer également un autre appel. Là, vous êtes en train de renseigner sur la position de tout un chacun. Vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'avez pas eu connaissance des codes. Et là, un jour, si on arrive à retracer leurs appels là, on peut vous prendre, vous amener à la police et vous dire que oui, c'est vous qui avez fait passer les appels et tout. Donc, après cela, pour aviser, parce que j'essaie tout le temps de sensibiliser au maximum, j'ai fait un message vocal dans le groupe où se trouvaient mes clientes. J'ai fait un message vocal, je leur ai expliqué, je leur ai dit voici ce qui m'est arrivé, etc. et tout. Et là, il y a une de mes clientes qui me contacte. Elle me fait environ 3 messages vocaux d'à peu près 6 minutes pour m'expliquer ce qui s'est passé avec son frère. Et c'est là que voilà, la partie mystique commence. Alors, elle me contacte, elle me dit oui, j'ai écouté le message vocal dans le groupe. Ce qui s'est passé vraiment, il y a eu exactement la même chose qui est arrivée à son beau-frère, autant pour moi, voilà, à son beau-frère, le mari de sa sœur. Alors, qu'elle m'explique qu'il y a son beau-frère qui un jour a reçu un appel d'un monsieur qui lui a dit la même chose à peu près que moi parce que la personne qui a appelé lui a dit oui bonjour, je suis actuellement en panne avec ma moto, j'aimerais que vous appeliez telle personne pour pouvoir l'informer de ma position ou alors s'il vous plaît si vous pouvez m'envoyer du crédit afin que je puisse appeler de moi-même. Le monsieur étant quelqu'un de généreux lui a envoyé 2000 francs CFA de crédit. Alors, l'autre personne a rappelé, a remercié et tout. Alors, ils ont laissé passer 2 ou 3 jours comme ça, je ne me rappelle plus trop. Et il y a un autre monsieur, différent de la personne à qui il avait envoyé du crédit, qui l'appelle, qui lui dit oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, je pense, il a dit, il y a mon fils qui était en panne, qui vous a appelé, vous lui avez envoyé du crédit. Vraiment, c'est très gentil de votre part. C'est extrêmement rare de nos jours de tomber sur des gens qui sont aussi gentils et tout. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez comment vous vous appelez, où est-ce que vous habitez pour que l'on puisse faire connaissance. Alors le monsieur lui a dit oui, je m'appelle tel tel et j'habite dans une ville sainte du Sénégal. Voilà, pour ne pas donner plus de précision. Le monsieur lui a dit vraiment, je vous dis, vous allez savoir que faire le bien vraiment a une grosse récompense et que Inch'Allah, je vais vous inonder de grâce en quelque sorte et vous allez savoir que j'ai été vraiment content de ce que vous avez fait pour nous. Le monsieur, il dit ok. Il est resté ensuite 2 jours, 3 jours comme ça. Et puis, l'interlocuteur, là,
qui avait appelé pour remercier et tout, a rappelé le monsieur. Et là, il a commencé à lui demander des sommes. 300 000, 200 000. On ne sait pas. Vraiment, dès qu'il appelait le monsieur pour lui dire je veux tant, le monsieur décaissait la somme automatiquement et puis il lui remettait ça. Et sous prétexte que le monsieur lui disait oui, je vais sortir, je vais faire des sacrifices pour toi, il y a des prières qu'on doit faire également, etc. Et puis le monsieur, lui, il décaissait. Il décaissait, il donnait sans aucune réflexion. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois que le monsieur l'appelait pour lui dire allô, je veux un tel montant, automatiquement, il lui remettait ça. Automatiquement. Et il lui avait également remis un tasbir. Un tasbir, c'est, les Sénégalais comprendront, on appelle ça weird. Je ne sais pas trop comment on dit ça en français, c'est-à-dire vous prenez votre chapelet et puis vous dites des mots, voilà, des mots que vous répétez, vous répétez, vous répétez. Je ne sais pas trop comment on dit ça en français. Il lui a donné un mot ou peut-être une phrase à répéter. Et lorsqu'il devait faire ce tasbir-là, il ne devait être avec personne. Il lui a même finalement demandé d'habiter seul, de ne plus habiter avec quelqu'un parce que ça faisait partie des règles pour mener à bien ce tasbir. Et ce monsieur est allé jusqu'à quitter la maison qu'il partageait avec un colocataire pour aller se trouver une autre maison, habiter là-bas tout seul et faire son tasbir. Et c'est par la suite qu'il a dit que lorsqu'il faisait ce tasbir-là, il se voyait entouré d'argent. Des montagnes et des montagnes et des montagnes d'argent qui étaient autour de lui, mais qu'il n'arrivait pas à toucher. C'est-à-dire, il essaie de toucher comme ça, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Mais la pièce où il se trouve est remplie de liasses de billets, comme ça, comme ça, comme ça, lorsqu'il faisait cet aspire-là. Et après cela, il a fini par même appeler sa femme. Lorsque le monsieur là l'appelait pour lui dire oui, je veux tel montant, il appelait sa femme pour lui dire oui, j'ai besoin de tel montant, envoie-moi ça et tout. Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement friqué aussi, machallah, qui était vraiment très riche, qui était dans le commerce de l'arachide et tout. Et vous voyez, les gros commerçants là, machallah, ils sont bien à l'aise carrément. Et là, il se mettait à demander à sa femme, je veux tant, tous les jours, je veux tant, envoie-moi tant, envoie-moi tant. Et sa femme, un jour, en allant voir sa sœur, a dit, mais je ne le comprends plus, j'ai l'impression qu'il est en train d'être arnaqué parce qu'à chaque fois, il me demande de l'argent. Et lorsque je lui dis, que veux-tu faire de cet argent-là? Il s'énerve, il me dit, ça ne te regarde pas, c'est mon argent que je t'ai remis, juste donne-moi cet argent-là, le reste ne t'en occupe pas et tout. Et la femme, elle remettait. Et là, lorsqu'il demandait, c'était à coup de envoie-moi 100 000, envoie-moi 200 000, envoie-moi 300 000. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, lorsqu'on a un panier rempli de quelque chose, qu'on ne fait que retirer sans pour autant y ajouter autre chose, évidemment, la femme a fini par lui dire, moi, l'argent que tu m'avais remis, vraiment, c'est terminé, je n'ai plus rien sur moi. Alors, il lui a demandé de contacter une de ses cousines. Je pense bien, c'est une cousine du monsieur ou une cousine de sa sœur, je ne sais plus trop vraiment. Cette dame-là, leur cousine était en train de gérer une tontine. Et il a dit à sa femme d'aller demander à cette cousine-là de lui prêter de l'argent. Et là aussi, ça continuait le même scénario, 100 000, 200 000, 300 000, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lorsqu'il a fini avec l'argent de la tontine de cette dame-là, il s'est mis à appeler ses propres enfants qui étaient à l'extérieur. Même chose aussi, envoie-moi 500 000. Hein. Il commençait à demander des grosses sommes. Envoie-moi 500 000, envoie-moi ça, envoie-moi ça. Vraiment, et quand on lui en parle, le monsieur, il s'énerve. On ne sait pourquoi. Ça ne te regarde pas. Je t'ai juste demandé de l'argent. Donne-moi cet argent-là. Le reste ne t'en occupe pas. Et ce monsieur aussi avait également des maisons qu'il avait mis en location. Et il s'est aussi mis à demander à ses locataires, à la fin du mois, il récupérait tout l'argent et il continuait aussi à remettre, à remettre, à remettre. Et au total, on a pu faire le compte et il avait remis, tenez-vous bien, 8 millions de francs CFA juste à ce monsieur qui l'appelait.
et qui lui disait tout le temps, envoie-moi 100 000, envoie-moi 200 000, envoie-moi 300 000, jusqu'à 8 millions au total. Ce qui a pu mettre fin à, à tout ça, c'est que le beau-frère de ma cliente a fini par perdre un de ses frères qui était aussi à l'extérieur. Et comme il lui avait demandé de vivre seul aussi et tout, et finalement, tout ce qu'il faisait, il appelait ce monsieur pour lui dire oui, je dois faire ça, je dois faire ça. Il a appelé le monsieur. Et le monsieur, je vous dis, à chaque fois qu'il lui demandait ces 500 000 là et autres, c'était pour non, 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 je dois faire des sacrifices pour toi ici, je dois sortir ça pour toi là-bas, etc. Vraiment, il avait, comme on le dit dans le jargon, bu le cerveau du monsieur. Tout ce qu'il lui disait, lui, il croyait. Je ne sais pas, peut-être il avait fait aussi ces choses mystiques là à côté et tout. Voilà. Et lorsque le frère du monsieur là est décédé, il a appelé le soi-disant gars et il lui a dit, il y a mon frère qui est décédé. Là, je dois me déplacer pour retourner en famille parce qu'on doit faire les obsèques et tout. Le monsieur lui a dit, non, tu ne peux pas partir, tu ne dois pas partir, je t'interdis formellement de partir. Si tu pars, tout le travail que l'on a commencé va tomber à l'eau, rien du tout ne va marcher, tu ne dois pas partir, tu ne dois absolument pas quitter cette maison-là du tout, tu dois rester tout seul, tu ne dois t'approcher de personne. Et à force d'insister, 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 le gars au bout du fil lui a dit, tu vas partir à quelle heure? Il lui a dit, je vais quitter ma maison à 5 heures du matin. Le monsieur lui a dit, si tu quittes ta maison pour te rendre aux funérailles, tu vas mourir sur la route. Il lui a clairement dit, tu vas mourir sur la route, tu n'arriveras pas chez toi. Le monsieur a réfléchi et s'est dit, bon, comme je lui ai dit que je vais partir à 5 heures du matin, je vais trouver une autre heure. Je vais essayer de partir plus tôt. Et alors il s'est dit, bon, comme je lui ai dit 5 heures du matin, je vais partir à 3 heures du matin. C'est mieux. Le monsieur a quitté sa maison à 3 heures du matin pour se rendre en famille, préparer l'arrivée du corps et tout. Et sur la route, ils ont failli faire un accident. Leur voiture a failli faire un tonneau parce qu'ils ont rencontré un chien sur la route. Un chien. Le chauffeur a brusquement freiné. Ils ont même failli faire un tonneau au point où même leur véhicule est tombé en panne. Ils ont pu réparer ça et puis ils se sont mis sur la route. Tranquillement, ils sont arrivés chez eux. Le monsieur est arrivé chez lui, voilà, en prenant le transport et tout. Et il est resté jusqu'à ce qu'il soit un peu tard dans la journée et tout. Il a reçu l'appel de l'autre monsieur, le soi-disant gentil monsieur qui voulait le couvrir de bienfaisance, de grâce et tout. Ce monsieur-là l'a appelé. Il lui a appelé pour lui dire où est-ce que tu es. Il lui a dit oui, j'ai quitté ma maison, je suis là en famille, je suis venue pour les funérailles de mon frère et tout. N'empêche, le monsieur n'a pas arrêté. Il a continué d'appeler pour lui demander de l'argent, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 par-ci, etc. Le monsieur étant fatigué, vraiment fatigué, il n'en pouvait plus. Il a décidé d'aller à la police porter plainte. Il est parti porter plainte. On lui a demandé le numéro du gars qui l'appelait sans cesse. Et les policiers ont pu détecter d'où venait ce numéro-là. Les policiers ont fini par retracer le numéro et lui dire que ce numéro a été localisé dans une contrée très très éloignée, dans une des régions de notre cher pays, le Sénégal. Et ils lui ont dit que nous n'avons pas le droit d'y aller pour l'interpeller ou quoi que ce soit. Ce sont les policiers de cette région-là qui sont habilités à le faire. Et même si on le leur demandait, ils n'y iraient pas. Parce que les personnes qui habitent dans cette zone-là ont des pouvoirs mystiques extraordinaires. Ils sont carrément dans l'occultisme et à 100% à fond dans l'occultisme. Ils ont une magie noire qui fait que si, par exemple, toi, policier, tu te levais pour aller dire que tu vas interpeller telle personne, tu vas mourir. Tu vas mourir, il n'y a aucune autre solution. Il n'y a pas de folie, il n'y a pas de... Tu vas perdre un membre de ta famille, il n'y a rien du tout. Tu vas mourir. Ce qui fait que, voilà, ils lui ont juste dit,
Vraiment, monsieur, essayez de voir comment vous allez faire. Mais nous, on ne peut pas y aller. Mais si on devait aussi contacter les policiers qui sont dans cette zone-là aussi, ils vous diraient clairement qu'ils n'y iraient pas. Et ils lui ont dit qu'au final, c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. Ils arnaquent les gens, ils utilisent leur magie pour se faire. Et voilà. Personne n'a la capacité de les arrêter au vu de l'occultisme qu'ils pratiquent. À la fin, elle ne m'a pas trop dit comment le monsieur a fait pour s'en sortir. Peut-être a-t-il changé de numéro. Je ne sais pas, je pense que c'est ce qu'il a dû faire, étant donné que si quelqu'un n'a plus votre numéro, il ne pourra plus vous contacter. Je pense que c'est ce qu'il a finalement fait, mais n'empêche, vraiment, il y a laissé beaucoup d'argent et juste sur un geste de gentillesse, aidez-moi s'il vous plaît. Et il vous parle avec... Non, mais c'est abusé, quoi. Ils vous disent clairement, s'il vous plaît, aidez-moi au nom de Dieu. Vraiment, j'ai besoin de votre aide. C'est vraiment urgent. Si vous ne le faites pas pour moi, ça ne va pas aller bien. Ils vous disent de ces choses que vraiment, le message final, c'est de faire attention. Faisons attention. De nos jours, même être trop gentil peut vous mener à votre perte. Voilà. Faisons très attention. Mon message a été long, c'est vrai, mais j'espère avoir bien expliqué également. J'espère avoir été limpide dans mes propos. Je fais un petit coucou au public du Sénégal. J'espère que vous êtes nombreux à regarder DMG TV et tout. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous prenez pour nous aviser et tout et que Dieu vous le rende. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir toute la famille. N'hésitez pas à commenter, partager et liker. Voilà, je vais raconter mon histoire. Ça pourrait édifier certaines personnes. Car il faut toujours prier avant de rentrer dans certaines maisons lorsqu'on cherche à louer. Il y a de cela 2 ans, ma petite sœur et moi, nous sommes allés louer une maison. Le même jour, quand nous sommes arrivés, ma petite sœur m'a dit qu'elle ressentait des ondes négatives dans cette maison. Elle me disait qu'elle ne voulait pas rester là-bas car la maison n'était pas bonne. Moi, je ne voulais pas prêter attention à ce qu'elle disait. Donc, je disais non, il n'y a rien et tout, restons, ça va aller et tout. Donc, à chaque fois, puisque j'étais étudiante, je partais à l'école et elle n'avait pas encore commencé les cours. Elle restait à la maison. Quand je partais à l'école, la petite préférait rester chez les voisins ou dans la cour jusqu'à ce que je revienne de l'école. Elle dit qu'elle est seule, elle a l'impression qu'il y a une présence dans la chambre. Moi, je disais toujours, arrête tes choses, arrête ça, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais elle me disait ça tout le temps. Parfois, on dort comme ça, elle se réveille en sursaut. Elle me réveille, elle me dit qu'elle ressent une présence, comme si quelqu'un veut la toucher, comme si quelqu'un veut monter sur elle. En tout cas, elle a fait ça pendant près de 4 mois. Et moi, de mon côté, je ne voyais absolument rien. Ça veut dire que même quand je dormais seule là-bas, j'étais tranquille. Mais elle, à chaque fois, elle se plaignait. Elle disait qu'il y a forcément quelque chose dans cette maison. Ensuite, elle était tellement dépassée, elle est allée voir un homme de Dieu dans une église. Elle a expliqué le problème et l'homme de Dieu l'a demandé de faire une semaine de jeûne et de prière. Donc, elle a commencé à prier avec l'homme de Dieu. La semaine où elle priait là, elle dormait maintenant bien. Elle m'a dit qu'elle ne faisait plus, elle ne ressentait plus ça quand elle priait. Peut-être 3 jours après ces prières, je dors, je vois comme un songe de mon côté maintenant. Je vois comme si j'étais en train de rêver qu'un condisciple de classe à moi me tenait la main. Et pendant que j'étais en train d'attraper le condisciple de classe, une pensée m'est venue dans la tête en me disant que ce n'est pas la personne
que je pense qu'il est en train de m'attraper. Je me réveille en sursaut. J'ai dit, ça c'est quoi? Je commence à douter un peu. Je sens que, ça c'est quoi? Mais je dis, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, je ne peux pas ressentir ce genre de choses. Je redors. Dans la même nuit, je ressens maintenant comme si quelqu'un vient m'attraper au niveau des reins. C'est à ce moment où je crie, je me réveille en sursaut. Je crie, c'est quoi? Je me réveille comme ça. Mais ça a l'air tellement réel. J'ai dit non, si c'est cette sensation que la petite sœur me dit qu'elle ressent, c'est pas agréable du tout. Le matin, je suis allée voir le bailleur, comme c'est une femme, la bailleresse. Je lui ai dit que, madame, pourquoi ma petite sœur n'arrive pas à bien dormir dans votre maison et tout, depuis qu'on est arrivé, elle se plaint, elle dit qu'elle ressent une présence dans la maison. La dame me dit non, est-ce que tu sais que ta petite sœur a un mauvais esprit qui la suit depuis le village? Je dis, comment vous savez ça? Elle dit non, il faut que ta sœur retourne chez ses parents, aller demander pardon et tout, parce qu'elle a un mauvais esprit qui la suit. J'ai dit, ah bon, elle a un mauvais esprit qui la suit? Ok, bon. De mon côté, j'ai pas bien dormi aussi cette nuit parce que j'ai ressenti la même chose qu'elle se plaint depuis tout ce temps. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, moi je ne sais pas de quoi vous parlez, moi je suis chrétienne, il faut télécharger l'application Kanguka, vous priez et tout, moi je ne connais pas ça. Dès que j'ai fini de parler avec elle, les jours qui ont suivi, on a bien dormi, les semaines qui ont suivi, on a bien dormi. Après, je pense que c'est encore revenu chez ma petite sœur. On a décidé de déménager clairement parce que on sentait que la maison là, il y avait vraiment un problème. Donc, juste pour dire qu'il faut beaucoup prier avant d'intégrer les maisons des gens. Tous les locataires ne sont pas forcément bons. On a déjà loué ailleurs, mais dans la maison là, c'était différent. C'était vraiment différent. Et depuis qu'on est parti de là-bas, tout va bien. Il n'y a plus de rêves, la petite dort bien, moi-même ça va, ça fait des mois et des mois, presque 1 an déjà qu'on est quitté chez elle. Il n'y a plus tout ça. Donc c'est un peu bizarre. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG, bonjour à vous encore. Bonjour la population DMG. Tout d'abord, je tiens d'abord à vous remercier pour tout ce que vous faites, vos histoires. Chaque soir, j'écoute vos histoires et tout. Et j'ai vraiment aimé le film. Je sacrifie ma fille, vraiment un film vraiment très 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 émouvant. Voilà. Je suis venue raconter une histoire que ma mère m'a racontée, que je vais aussi vous la raconter. Voilà. On veut dire ça comment? Je vais prendre un exemple. La jeune fille, bon, imaginons que la fille s'appelle Jessica. La jeune fille s'appelle Jessica et l'autre fille s'appelle Alexia. Ce sont deux amies, deux copines. Vous voyez, elles apprennent ensemble, elles ont grandi ensemble et tout. Jessica était de teint marron. Alexia était de teint clair. Mais Alexia était tout le temps jalouse de Jessica. Et tout et tout. Jessica n'avait que des beaux mecs. Les mecs s'occupaient d'elle. Les mecs faisaient tout pour elle en fait. C'est que Jessica ne dépendait plus de l'argent de son papa et l'argent de sa maman. Elle se débrouillait maintenant jusqu'à ce qu'un homme même l'a loué un studio et tout. Jessica est partie rester maintenant de son côté. Alexia jalouse, elle est partie faire part de ça à sa maman. Maman, Jessica et moi avons grandi ensemble, mais je ne comprends pas pourquoi Jessica elle brille plus que moi. Et tout.
sa maman, la maman d'Alexia dit à Alexia que chacun a son étoile. Chacun a son étoile. Tôt ou tard, pour toi aussi va briller. Sois patiente. N'envie pas l'autre. Reste de ton côté aussi. Comme elle a décidé de rester de son côté, fais de même. Alexia, il n'y a pas de souci. Et tout. Un jour comme ça, Alexia, c'était les vacances, les grandes vacances. C'est comme ça que les parents de la maman d'Alexia sont allés dans le village de son papa passer les grandes vacances là-bas. C'est comme ça qu'en partant passer les grandes vacances là-bas, sur le chemin, la voiture s'est arrêtée au bord, bon je peux dire ça comment, au bord d'une rivière, vous voyez, pour faire les besoins, genre ceux qui ont envie de se soulager, ceux qui ont envie d'acheter quelque chose et tout, vu qu'à côté de la rivière, il y avait un magasin, il y avait une petite ville en fait, un magasin et tout, vous pouvez acheter les pains, les sandwichs, les ailes braisées, le poisson braisé pour le voyage. C'est pour ça qu'Alexia est partie lancer le visage au bord de la rivière là. Elle est partie lancer le visage et tout. C'est pour ça qu'elle a trouvé, elle a vu comme quelque chose qui l'éclairait le visage. Vous voyez. C'est pour ça que la lumière frappait trop. C'est pour ça que lorsqu'elle s'approche du truc qui brillait là, elle a vu un peigne. Le truc qui brillait là ressemblait à un peigne. C'est comme ça qu'elle a pris le peigne, elle a mis dans sa poche, elle a rincé le visage, elle est retournée vers la voiture. Et tout, ils ont continué la route, ils sont partis dans le village de son papa. Arrivé dans le village de son papa, une semaine c'était bien. Mais à chaque fois qu'elle sortait, elle avait maintenant les bons gars aussi. Les gars qui la draguaient, les gars qui ont des voitures, les gars friqués quoi, les gars qui la donnent l'argent. Elle me demande même pas le gars s'arrête, les gars la donnent l'argent, les restaurants, les grands restaurants et tout et tout. Vu que le village pour arriver en ville, le village de son papa, je peux dire que c'est peut-être 10 km comme ça, je peux dire 10 km pour arriver en ville, vu que le village de son père, il y a juste les maisons et le groupe. Le groupe, c'est le groupe lacrymogène là, c'est comme le courant, parce que là-bas, il n'y avait pas de courant. Mais elle partait passer les vacances là-bas. Donc pour faire les achats, le marché et tout, c'est en ville. Mais par arriver en ville là-bas, c'est peut-être 10 km comme ça là. Voilà. C'est comme ça que tout. Un soir comme ça, elle fait un songe où elle voit un homme. Un homme qui la parlé. Je n'ai pas de problème avec toi. Je veux juste que tu viennes rendre le pain que tu as pris ou tu as trouvé. Je n'ai pas de souci avec toi. Je ne veux pas te faire de mal. Un homme, hein. Je veux juste que tu viennes rendre le pain que tu as mis dans ta poche là, où tu as trouvé. Elle s'est réveillée. Elle a dit, c'est juste un rêve. Il y a quoi? Elle a pris le pain. Elle a caché ça dans un coffre sous le lit. Mais à chaque fois qu'elle sortait, elle mettait sur le pain dans son sac. Et puis et tout. Pam, 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 pam. Les jours passent. Elle ferait que le même rêve. Le même gars qui je ne veux pas les soucis avec toi. Je veux juste que tu viennes rendre le pain où tu as trouvé. Et tout. Elle s'est quoi réveillée. Elle n'a toujours pas dit à sa maman et à son père que elle a ramassé un pain au bord de la rivière lorsqu'il s'était arrêté en route. Comme ça, un jour, elle tombe malade. Ça m'a dit, Alexa, c'est comment? Elle s'est dit que je ne connais pas maman, je me sens pas bien et tout. Elle a commencé à vomir. La mère pensait qu'elle était enceinte. Elle a commencé à vomir. Elle a commencé à vomir. Mais les vomis qu'elle vomit, c'était des vomis bizarres en fait. Des vomis noirs et tout cela. Elle a commencé à vomir. Alors la mère a dit que tu es enceinte. Alexa dit que enceinte comment que je suis venue ici. Si j'étais enceinte et les vomis d'une femme enceinte, c'est pas noir. C'est jaune, bien jaune, le jaune clair ou le jaune d'œuf. Je ne peux pas vomir les vomis noirs, ce qui est un problème. En 2 jours, Alexia a maigri.
Alexia a maigri. Elle a emmené à l'hôpital en ville là-bas. Ah, le docteur dit que mais elle n'a rien, elle est bien, machin. Elle avait juste une petite fièvre, on a presque les médicaments et tout. Une semaine passe. Elle refait le même. Là, c'était plus le rêve. Là, le gars en question est bienvenu dans sa chambre, il est allongé, bienvenu que je ne peux pas répondre mon peine comme ça parce que c'est pas moi qui l'a touché. Je veux que tu dis à tes parents de venir rendre mon peine. La maladie que tu as, c'est moi qui t'a lancé ça. Si d'ici 2 jours, vous ne venez pas rendre mon peine, vous avez trouvé, tu vas mourir. Je vais prendre ton esprit et tu vas travailler pour moi. Riche. Elle a appelé sa mère. Maman, maman, maman. La mère entrait dans la chambre. Elle a expliqué. Maman, voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. La mère ne croyait pas. La mère dit, c'est la femme qui t'a fait délirer ou quoi? Tu parles de quoi? Elle a expliqué que si dans 2 jours, vous ne partez pas rendre le pauvre peine, je vais mourir. Le peine que j'ai ramassé, c'était le peine génie de l'eau. Et chaque nuit, quand je dors, il vient dans mes songes, dans mes rêves pour me parler. Et tout, et tout, et tout. Pardon, allez-y rendre le pauvre peine, je ne veux pas mourir. La mère a banalisé. La mère a banalisé ça. Tu délires. La mère a demandé que le peine en question que tu parles là est où? La fille, Alexa a dit que c'est sous le lit dans un coffre. Voilà la clé. Voilà le peine. La mère voulait justement un peine en or. Vous voyez comme les peignes afro qu'on peut les cheveux durs là. C'était comme ça, mais il n'y avait pas le bout. Comme les peignes afro là. Mais il n'y avait pas le bout pour attraper le peigne. Donc c'était sans bout, mais c'était en or. Bien ça brillait. Elle m'a dit, tiens, le peigne là, son nom comme ça, pourquoi donc tu le peigne en or dans la maison, tu dis pas aux gens. Alexa dit que, maman, c'est le peigne que je t'explique là, que j'ai ramassé au bord de la rivière, lorsqu'on s'était arrêté pour prendre les sandwichs et tout, je l'ai resté au visage, j'ai ramassé le peigne là au bord de la rivière. Maintenant, chaque nuit, je vois un homme clair qui vient me parler, que c'est son peigne, je dois lui rendre son peigne et tout et tout. Et la maladie, celui qui m'a lancé ça et tout. Regarde comment en une semaine, je suis devenue maigre comme une personne qui est malade. Alors que je ne suis pas malade. C'est un sort qui m'a lancé. Ma mère a banalisé. Elle a expliqué ça à son mari. Le père aussi a allé ça. Elle raconte quoi? Quelle peine? Quelle peine qui peut faire ça? Quelle peine qui peut faire ça? C'est comme ça que ils sont allés montrer le peigne là au chef du village. Vous comprenez? Au chef du village. Le chef du village a dit que mais votre fille a raison. Ce peigne appartient bel et bien à un génie de l'eau. Le génie de l'eau, c'est un homme. Et il aimerait récupérer son peigne. Si dans 2 jours, votre fille va mourir, c'est que le chef du village a dit. La maman dit, mais chef, comment vous connaissez ce genre de choses? Moi je suis plus dans la culture, dans nos cultures. Je ne suis pas trop dans la vie moderne. Moi je suis plus dans la culture, je connais ce genre de choses là. Et ce peigne, c'est rare de les trouver dans la ville ou dans ce village. C'est un peigne qui appartient aux esprits. Et quand je vois, c'est un esprit de l'eau. Je dis que lorsqu'il est sorti, il a dû oublier son peigne. Et elle est passée par là, elle a ramassé. Et tout. Le chef a dit, allez-y prendre l'enfant, vous l'emmenez ici, je vais la traiter. Ils sont partis prendre l'enfant, ils ont emmené l'enfant au chef du village. Je lui ai demandé qu'attends, avant ça, il t'a averti, non? Elle a dit oui, chef, il m'a averti et tout. Que si je ne vais pas rendre son peine, je vais voir. Mais pourtant, il est venu t'avertir. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Elle a dit au chef que, chef, même vous-même, je fais un rêve comme ça, je ne peux pas croire au rêve. Le moment de bain, je ne crois pas aux choses spirituelles et tout. 2 jours après, Alexa a commencé à trembler. Le chef lui a dit que, moi je ne veux pas me mêler les histoires là. Parce que ce n'est pas moi qui a pris le peine. Vu que c'est votre fille qui a pris le peine, vous êtes les parents de la fille. Donc allez-y vous-même rendre le pauvre peine. Vous partez seulement, vous laissez ça seulement au bord de l'eau, vous revenez. C'est simple. Vous allez voir que votre fille va se sentir mieux. Les parents, les parents négligent ça, chef. On ne croit pas à ça, on nous fait guérir. Ils ont encore ramené la fille à l'hôpital. Hospitalisation. La fille est décédée là-bas à l'hôpital avec la perfusion au bras.
Ils ont commencé à pleurer. Oh, son savon, il veut écouter, son savon, il veut écouter. Le chef a dit que comme c'est comme ça, prenez le peigne, allez-y rendre non plus que l'on fait décider. C'est ce que vous avez voulu. Allez-y donc rendre le pauvre peigne. La mère a dit, ça ne vaut la peine. Comme vous allez rendre le peigne, a vu qu'il nous a pris l'enfant. On va rendre le peigne comme le mari. A vu que c'est le village du mari, il a pris le peigne. Il est parti, il a jeté donc, avec la colère. Il a jeté le peigne dans l'autre, il est retourné. De la même nuit, le père, le papa de Alexia qui est décédé, fait un songe de l'esprit de Lula. Il a dit que comment tu peux venir rendre quelque chose qui ne vous appartient pas avec de violence? Comment vous pouvez venir rendre quelque chose comme ça avec la violence? C'est vous-même, c'est votre fille qui a voulu ça. Si c'était que moi, elle devait vivre. Lorsqu'on prend quelque chose, on demande, on veut toujours rendre cette chose. On demande toujours avant de prendre quelque chose. Votre fille est avec moi ici, elle travaille pour moi. Le père s'est réveillé. Le père expliqué ça à ses autres enfants. Le père expliqué ça à sa femme. Le père a dit que, dorénavant, si vous voyez un truc au bord de l'eau, qui met les rives au bord de l'eau, vous voyez un truc qui part, ne prenez pas. Passez votre route et tout et tout. Donc, voilà l'histoire que ma maman m'a racontée. Donc, c'est un peu ça. Si vous pouvez dire qu'avant de prendre une chose que vous ne connaissez pas l'origine, une chose qui ne vous appartient pas, laissez-vous. Ne touchez pas, même toucher là, ne touchez pas. Passez votre route. C'est ça, en fait, c'est un peu ça. Voici mon histoire, j'espère que ça vous plaira aussi un peu. Bon, bonne journée à vous, DMJ. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Salut à toute la famille DMG, salut DMG, salut à tout le monde. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui s'est marié avec une dame. Ils étaient jeunes. Un jeune couple, ils sont mariés et ils ont passé plusieurs années, ils sont mariés très jeunes, ils étaient dans la vingtaine les deux. Le mari, je ne sais pas, 25 ans, la femme peut-être 22 ans, 20 ans. Ils sont restés longtemps, peut-être même 10 ans comme ça, ils n'avaient pas d'enfants. Et le monsieur là et la dame là n'étaient pas, les Africains n'étaient pas de la même région. Donc ils étaient de deux régions différentes. Donc ils parlaient deux langues différentes. Donc maintenant que la femme-ci ne fait pas des enfants depuis 10 ans, la famille du monsieur commence à se plaindre que comment une femme comme ça vient attacher leur fils là, sans enfant, le temps passe, rien. Donc ils ont commencé à bavarder et ils ont encouragé le monsieur à prendre une autre épouse. Et ils sont allés chercher une épouse qui est de la même ethnie que le monsieur, qui parlait la même langue que le monsieur là. Donc c'est comme ça que le monsieur là a donc épousé la deuxième épouse qui est avec laquelle il parle la même langue. Et l'autre femme là ne parlait pas la langue, mais elle comprenait quand même, mais elle ne parlait pas. Quand la deuxième épouse est maintenant arrivée et elle, la même année, elle tombe enceinte, elle a accouché. Et quand elle a accouché comme ça, le monsieur, le mari ne s'occupait plus trop de la première épouse. Elle était un peu mise à l'écart, lésée. Et la première épouse avait mal, elle était malheureuse. Elle se sentait rejetée, isolée. Les autres membres de la famille, même du monsieur, la famille du mari, étaient beaucoup plus intéressés par la deuxième épouse, ce qui faisait des enfants. Donc, la deuxième épouse, elle se sentait pas bien, mais elle est quand même restée. La première, en fait, je veux dire, la première épouse se sentait pas bien, c'est elle qui était rejetée. La deuxième était là, bien encadrée, elle était comme une reine, quoi, parce qu'elle a fait le premier enfant. Après, c'est comme ça que la deuxième épouse a continué à faire des enfants. Elle a fait beaucoup d'enfants, mais elle a fait le premier enfant, le deuxième enfant.
Elle a continué plus, beaucoup d'enfants elle a fait plus de 5. Elle a fait plus de 5 enfants. Donc, au moment où elle a fait, la deuxième épouse a fait le premier enfant qui pouvait avoir 2 ans. Elle a fait encore un autre enfant qui pouvait avoir déjà 1 an. Donc, ça faisait environ peut-être 3 ans ou 4 ans qu'elle était mariée. Et elle était déjà à 2 enfants. Donc, il arrive maintenant que le mari paie de l'argent, une somme importante d'argent. Il commence à chercher son argent, il cherche, il dit qu'il ne trouve pas, il demande à la nouvelle femme. La nouvelle femme était comme la reine. La nouvelle femme dit au mari que est-ce que je peux prendre? Non, ce n'est pas moi, c'est sûr que c'est la première femme, c'est ma coépouse. Donc dès qu'elle dit ça, le mari aussi, c'est-à-dire que c'est comme si c'est la parole d'évangile. Donc ce que la deuxième femme dit là, c'est vraiment vrai. Il s'acharne sur la première épouse et il dit à la première épouse que bon, l'argent si c'est toi qui as pris ça. Et la deuxième épouse et le mari s'acharnent sur la femme. C'est toi qui as pris l'argent là, c'était une somme importante. La femme l'a dit que ce n'est pas elle. La première épouse dit que ce n'est pas elle, ce n'est pas moi, je n'ai pas pris. Est-ce que vous m'avez donc vu faire quelque chose avec le mari? Il dit que l'argent l'a été beaucoup. Comme c'était un commerçant, il dit que l'argent l'a été beaucoup. Il faut me remettre mon argent. Ils ont accusé la première épouse. Et la première femme a commencé à l'insulter. Tu es jalouse. Tu es jalouse de notre couple. Comme moi, j'ai fait les enfants. Toi, tu ne fais pas les enfants depuis que tu es ici. Vous voyez. Donc, une parenthèse que je vais dire. Quand deux femmes qui ont des problèmes, si l'une n'a pas enfanté, ne jamais lui dire que tu n'as pas fait d'enfant. N'insultez jamais quelqu'un avec quelque chose qui est vraiment... Que si vous dites cette insulte-là, ça va la toucher très, très mal. Même la nature, si, va se tourner contre vous. Ils ont tellement insulté la femme, l'accusée. La femme était dépassée. La première épouse était dépassée. Elle a dit au mari que j'ai déjà trop supporté depuis que ma coépouse est arrivée dans cette maison, c'est le calvaire a commencé. J'ai déjà trop supporté. Moi, je vais partir. Dès qu'elle dit qu'elle va partir, oh, il faut même partir. Tu attendais même quoi depuis? C'est la coépouse qui dit ça. Et le mari lui dit que oui, il faut même partir. Hein? Ton rôle ici, c'est quoi? Tu ne peux pas me faire d'enfant et tout. La femme a donc emballé ses choses. Elle a emballé ses choses. Elle a dit que je vais partir. La femme a pleuré. Elle a pleuré, elle a emballé ses choses. Elle dit avant de partir, je vais vous dire quelque chose. Elle se tient comme ça au seuil de la porte. Elle met ses bagages dehors. La porte principale est l'entrée. Elle met ses bagages dehors. Hors de l'entrée là, non. Elle revient, elle se place à la porte. Le gens que s'est fait un palais dehors. Elle dit, comme vous avez décidé que vous m'avez accusé, vous avez dit que c'est moi qui ai volé l'argent, vous ne m'avez pas vu. Moi, je ne suis pas une voleuse. Dans ma vie, je n'ai jamais volé. Depuis que je suis avec mon mari, si, même comme il t'a épousé, là, avant que toi, là, ma coépouse, tu n'arrives, je n'avais jamais volé même un rond, même un franc dans cette maison. Maintenant, vous m'accusez d'avoir volé. Non seulement ça, vous m'insultez, que je sais à quoi, je n'ai pas d'enfant et tout. Toutes les injures que vous m'avez infligées. Avant de partir, je vais vous dire quelque chose. Si l'argent que vous cherchez, si c'est moi qui ai volé cet argent-là, Dieu va me punir. Mais si ce n'est pas moi, vous allez voir. Quand elle a dit ça, elle est sortie. Elle a seulement ramassé les choses, elle est partie. Quand elle a dit ça, le monsieur et la femme, oh, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Petite sorcière, tu vas rien faire. Ils ont insulté la femme. La femme est partie. Les années sont passées. Donc la deuxième épouse a continué avec son mari. Il n'a même plus épousé une autre femme, il est resté avec celle-là. Elle a continué à faire beaucoup d'enfants, plus de 5 enfants. Il y avait les garçons, les filles. Donc quand la épouse partait, quand elle avait dit les mots là, il n'y avait que 2 enfants qui étaient déjà nés, les 2 premiers garçons étaient déjà nés. Les autres enfants sont nés, les enfants sont brillantissimes. Les 2 garçons sont très très brillants à l'école. Très très brillants. Le premier passe au bac.
il a la bourse pour Mbeng, il part à Mbeng. Deuxième passe au bac, il a la bourse, il va à Mbeng. Ils arrivent à Mbeng, comme ils sont tellement brillants, ils font les études là-bas, ils décrochent les grands diplômes et ils se mettent à travailler. Le premier garçon se met à travailler, le deuxième garçon se met aussi à travailler. Donc, ce qui fait que c'était la fierté des parents, la fierté du père et de la mère. Et dit que tu voyais comment la vie de la famille avait changé. Même les autres frères qui étaient restés au pays là, la vie était bien. Ce n'est pas même Mbeng de maintenant, là, c'est Mbeng de l'époque là, que vraiment les gars se sucraient vraiment à Mbeng. Les gens n'allaient même pas encore beaucoup à Mbeng comme maintenant là. C'était à l'époque là. Donc c'est comme ça alors que les gars ont commencé à travailler. Le premier a commencé à travailler, le deuxième a commencé à travailler. La famille était vraiment très épanouie. Ils avaient les projets d'avenir, comment ils vont faire voyager leurs autres frères et tout. Et après, voilà, un jour comme ça, on appelle seulement le père. On dit que le premier garçon là est mort. Celui qui était en Mbeng là, il est mort. On ne sait pas s'il avait, je ne sais pas s'il avait été malade, mais on a seulement appris qu'il est mort. Ou il était malade, ou qu'est-ce qui s'est passé. Bref, il est mort. On ramène le corps au pays. On enterre. Le papa là est tellement dépassé avec sa femme. Tu vois quand un père perd un enfant comme ça, qui est son espoir, c'est-à-dire que sa fierté, sa raison de vivre, l'enfant part comme ça. Ça ne dure même pas 2 ans. L'autre qui est resté meurt aussi. Celui qui est aussi en Mbeng là meurt. Que la douleur, la famille était tellement, vous pouvez imaginer la douleur qu'une famille peut ressentir. Que les 2 bras droits, les 2 bras forts tombent comme ça. À moins de 3 ans, en l'espace de 3 ans comme ça, 2 bras forts tombent. Donc ce qui fait que ils ont tellement eu mal au cœur. On a enterré l'enfant là. Quand ils sont arrivés, quand on a amené le corps du deuxième enfant au Cameroun, quand on a enterré ça, et le père là a décidé qu'il ne va pas laisser, qu'il faut qu'il sache ce qui tue ses enfants comme ça là. Comment les enfants sont embêtés. Et là-bas, il meurt toujours les morts que scientifiquement on ne comprend même pas ce qui s'est passé. Donc ils partent chercher. Quand ils partent chercher, ils tombent alors sur une personne même qui dit la vérité. La personne leur dit que, le voyant leur dit que vous avez accusé quelqu'un d'avoir volé. Vous savez quelque chose qui s'est passé. Ça fait environ 30 ans. 25-30 ans. Ça fait très longtemps. Vous avez accusé quelqu'un d'avoir volé. Ils disent que non, ils n'ont pas accusé. Le voyant dit que réfléchissez, cherchez, vous avez accusé. Moi, je vois que vous avez accusé quelqu'un d'avoir volé. Vous avez accusé faussement quelqu'un. Ils ont refusé. Le type a dit que tant que vous n'avouez pas, vous allez partir réfléchir. Vous allez venir me dire. Le mari et la femme là, ils ne se rappelaient plus de ça. Ils sont rentrés. Ils ont réfléchi pendant plusieurs jours. Un temps, la femme qui dit que oh, tu te rappelles. Elle dit à son mari, tu rappelles ta première épouse là. On l'avait accusé d'avoir volé. Il rentre maintenant chez le voyant là. Le type là a dit que je vous ai dit, vous avez accusé quelqu'un d'avoir volé. Et quand elle est partie, vous l'avez accusé, vous l'avez beaucoup insulté, vous avez fait très très mal au cœur à cette femme-là. Quand elle est partie, c'est sur vos 2 enfants là qu'elle a travaillé avant de partir. Parce que vous l'avez tellement insulté. Elle a travaillé sur vos enfants avant de partir. Surtout quand vous l'avez accusé d'avoir volé. Donc elle a fait un truc qu'elle a jeté sur vos enfants. Qu'ils ne vont pas mourir maintenant. C'est quand ils seront grands là, que quand ils vont mourir, ça va vous ronger toute votre vie, ça va détruire votre vie. Et ça qu'elle a fait. Le type a dit ça. Il dit que je peux que voir ça. On ne peut rien faire maintenant. On ne peut rien faire. Puisqu'elle a seulement fait ça sur les 2 enfants là. À l'époque là, vous n'aviez que 2 enfants. Les autres enfants n'étaient pas encore nés. C'est alors comme ça qu'ils sont rentrés. Le père là a tellement eu mal au cœur. Tellement mal au cœur. Il n'a pas pu supporter lui aussi les mots. La mort de ses enfants là, ça lui a tellement fait mal au cœur qu'il est mort. Donc la mère a quand même supporté. La mère est restée, la famille est restée là comme ça. En fait, les autres enfants avaient aussi grandi, ils se débrouillaient, mais vraiment, ils étaient vraiment dans une très grande peine.
Donc, voilà donc la fin de l'histoire. Comme je dis toujours, chacun va tirer les leçons. Parce que, bon, accuser quelqu'un, insulter une femme qui n'a pas accouché, insulter quelqu'un qui est handicapé, peut-être les 2 jambes sont brisées, tu dis qu'avec tes 2 jambes cassées, ou bien avec toi, une femme comme ça, bah avant de pourrir, tu ne peux pas faire d'enfant, ou bien femme stérile, des choses comme ça. Quelqu'un a quelque chose en lui qui est grave comme ça, qu'il supporte, c'est-à-dire que c'est déjà un enfer pour lui de supporter ça. Vous venez encore ajouter ses souffrances. Il faut éviter. Ça, c'est ce que moi je pense. Il faut éviter de faire ce genre de choses ou accuser quelqu'un si vous n'êtes pas sûr, n'accusez pas les gens. Voilà à peu près comment ça s'est passé. Et voilà, j'espère que ça va vous édifier. Et vraiment merci de m'avoir écouté et bien de choses à vous bailler. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonsoir DMG et bonsoir à toute la communauté de DMG, tous les auditeurs, les personnes qui font des commentaires sur YouTube particulièrement parce que moi je ne participe pas souvent au live. J'espère que vous allez tous bien. Je tenais déjà d'avance à m'excuser. Si vous constatez que je raconte l'histoire un peu trop vite, c'est parce que je suis bègue de nature, donc j'ai tendance à parler un peu plus vite que certaines personnes. Donc je vais essayer du mieux que je peux de parler le plus lentement possible afin de pouvoir me faire comprendre. Donc l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de ma cousine. Je ne sais pas quel titre il faut donner à cette histoire, si ce n'est une vie gâchée depuis la naissance. Aujourd'hui, ma cousine, je vais l'appeler Emma, elle vit une vie qui ne ressemble pas du tout à celle que ses parents avaient envisagée. Voilà, Emma est dans la débauche, l'alcool, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a quelques jours, j'étais en train de m'entretenir avec sa maman, que je vais appeler Tata Lydie. Tata Lydie et moi, on était assises, on parlait, on discutait de tout et de rien et tout. Et c'est comme ça qu'elle balance le sujet d'Emma sur la table. Je me suis dit, ah ok. Après, elle m'a dit, tu sais, Emma est comme ça, c'est pas parce qu'elle a voulu. C'est pour une raison, c'est pour une cause. Et il faut vraiment se méfier des personnes qui nous entourent. Le mal ne vient jamais de loin. Je suis restée là, j'ai dit que, qu'est-ce que ça peut encore vouloir dire? C'est comme ça qu'elle va commencer à me raconter son histoire, l'histoire d'Emma et l'histoire de Tata Lydie. Il y a quelques années, je crois qu'Emma doit avoir 25 ans aujourd'hui. Quelques années plus tard, donc 25 ans en arrière, Tata Lydie a donné naissance à Emma, une jolie petite fille. Et quelques jours après qu'elle a accouché, sa grande sœur, même père, même mère, l'appelle pour lui dire, oh Lydie et tout, tu peux passer chez moi pour l'accouchement. Après ton accouchement, je vais te faire le show, je vais m'occuper de toi, de l'enfant et tout et tout. Lydie, elle ne va pas dire non parce que c'est sa grande sœur, étant donné que les parents étaient déjà décédés, mes grands-parents étaient décédés, le père et la mère. Donc c'est elle qui faisait office de paternité et de maternité. C'était elle vraiment qui représentait le pilier de la famille. Donc elle n'a pas dit non à la proposition. Qui est-elle pour refuser que sa grande sœur lui fasse le show, de l'accueil, s'occupe d'elle et de la petite, etc. Déjà que c'était son premier enfant. Donc c'est comme ça que Tata Lydie va pour le séjour chez sa grande sœur. Donc je ne préfère pas donner de prénom, je ne préfère même pas lui donner une identité. Donc elle part chez sa grande sœur et tout. Elle passe le séjour là-bas, bien qu'étant déjà avec quelqu'un. Donc elle a fait, je crois, 3 mois chez la grande sœur, le temps de faire le show, etc. Après elle est repartie avec Emma. Emma, c'était un enfant qui était très intelligente. Très, très intelligente. C'est ma petite soeur de beaucoup d'années. Donc, je l'ai vue grandir. Je l'ai vue un enfant très éveillé. Un enfant, voilà. Quand elle rentrait à la maison, elle faisait ses devoirs elle-même. Elle prend son cahier, elle fait ses devoirs. Elle montre à sa maman. Et quand ma tante voulait faire les devoirs avec elle, elle disait toujours, non, maman, je vais faire seule et tout. Donc, elle faisait ses devoirs et elle montrait à maman, à sa tante les devoirs. Et elle était toujours première ou deuxième de sa classe, bien qu'elle était encore petite. C'est comme ça que ma tante va me dire qu'à partir de 5 ans, elle se rend compte que quelque chose ne va pas chez Emma. Emma est comme attirée par les hommes. Elle est comme attirée par le sexe opposé. Donc quand elle voit les garçons, j'ai l'impression qu'Emma est en train de s'agiter. Et elle ne comprenait pas ce qui se passait. À l'époque, elle était vraiment... Voyez les jeunes mères là. Elle n'était ni en Christ, ni initiée, tout ce genre de choses. En fait, la naïveté totale.
Au fur et à mesure que Emma grandit, elle se rend compte que vraiment son attirance pour les garçons devient de plus en plus grand et l'école, ce n'est plus ça. Ce n'est vraiment plus ça. Emma ne s'intéresse plus à l'école. Ce qui l'intéresse, c'est maintenant les garçons. Ce qui l'intéresse, c'est maintenant les hommes. Ce qui fait que Emma a connu les hommes très tôt, vraiment très tôt. Je ne sais pas si c'est entre 9 et 11 ans. Elle a connu les hommes très tôt. Elle avait déjà des rapports sexuels avec des hommes. Et plus tard, elle avait des rapports sexuels avec des hommes plus âgés. Elle faisait n'importe quoi. Elle avait de très mauvaises fréquentations. Elle fumait la drogue. Elle prenait de l'alcool. Et puis, elle faisait même des avortements. Si je me souviens bien. Parce que je me rappelle, à une année, sa maman avait dit elle avait avorté. Je ne sais pas si c'était la première fois ou la deuxième ou la troisième. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, la vie d'Emma, après 5 ans, ça a été du cafouillage. Et ça m'a se poser des questions, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'éducation de cet enfant? Se remettre en cause. Est-ce que c'est de ma faute si elle est devenue comme ça? Est-ce que? Et quelques années plus tard, sa mère a donné sa vie à Christ. Et, et alors qu'elle est en train de demander à Dieu ce qui ne va pas avec son enfant, parce que vous savez, une mère qui aime vraiment son enfant, d'autant plus que c'est son aîné, elle se pose des questions parce que quelquefois ton espoir repose sur ton premier enfant. Tu te dis que non, c'est ma première fille. Il y a d'autres enfants qui viennent après elle, donc elle doit montrer l'exemple et tout, etc. C'est mon premier fruit, c'est le premier fruit de mes entrailles. Il y a toujours cet amour particulier vis-à-vis des enfants aînés. C'est comme ça qu'un jour, je crois qu'elle va faire une période, elle va avoir un temps de jeûne, un truc dans ce sens. Elle demande à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Emma? Pourquoi Emma est comme ça? Pleurer dans la présence de Dieu. Que pourquoi ma fille est comme ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que? C'est comme ça que le Seigneur va révéler à Tata que, ta fille n'est pas comme ça parce que tu ne l'as pas bien éduquée, ou etc. Non, elle est comme ça à cause de ta grande sœur. Donc, elle va voir dans une vision. Le Seigneur va lui accorder la grâce d'avoir une vision. Elle voit dans une vision comment sa fille, qui était bébé les premiers jours de sa naissance, donc sa grande sœur mettait la salive dans la bouche de la petite quand elle la nourrissait. Elle prenait sa salive, elle mettait. Elle prenait sa salive, elle mettait. Donc, tout le temps que Tata Lydie a fait chez sa grande sœur, elle prenait la salive, elle mettait. Elle prenait la salive, elle mettait dans la bouche de l'enfant. Et le Seigneur va lui dire qu'elle voulait donner le vampire à l'enfant. Donc, elle voulait que Emma soit totalement gaspillée. Donc, ils ont essayé des prières, ils ont fait des prières, etc. et tout. Ça avait tendance à aller bien. Ils ont fait des prières, mais c'était pas vraiment comme Tata Lydie voulait. C'est comme ça qu'un matin, tellement elle en avait marre, elle a pris l'enfant, elle l'a mené sur la route dans un certain territoire gabonais, dont je vais taire le nom. Donc, elle l'a mené dans un village chez un monsieur qui soignait traditionnellement. Donc, dès qu'ils sont arrivés, je ne sais pas si le monsieur a fait manger à ma tante le bois amien parce que je sais qu'elle s'était fait initier. Je ne me rappelle plus si c'était avant ou après. Après qu'elle ait donné sa vie à Christ. Je ne sais vraiment plus, je ne me rappelle plus. Je pense que ça devait être avant. Donc, elle s'était fait initier. Et puis, quand elle est partie chez le monsieur lui a fait voir clairement tout ce qui s'était passé avec la petite. Donc, ce n'était qu'une confirmation de ce que le Seigneur avait déjà révélé, de ce que Dieu l'avait révélé. Donc, je crois qu'elle était déjà chrétienne, mais ce n'était pas vraiment ça. Donc, après, elle est retenue à la tradition. Après, elle est encore revenue. En tout cas, bref, ça, c'est sa décision. Donc, le Seigneur l'a montré, le monsieur, au travers de ce qu'elle a eu à faire, des initiations, des rites initiatiques qu'ils ont eu à faire, lui a montré clairement tout ce qui s'était passé. Comment elle a voulu donner le vampire à Emma. Comment elle a collé à Emma un animal qui était censé la pousser à avoir des rapports sexuels tôt, était censé la pousser à la débauche. En fait, elle devait rien faire de sa vie. Rien faire de sa vie. Elle a vu ça et le monsieur lui a parlé. Donc, le monsieur a essayé de traiter Emma. Il a fait vomir Emma, etc. Toutes ces choses, il a fait pour Emma. Mais malheureusement, aujourd'hui, juste pour ouvrir la parenthèse, c'est comme si ça n'avait pas eu lieu, en fait, parce que Emma est retombée dans les mêmes déboires, etc. et tout. Donc, je ne vais pas aller trop en profondeur dans l'histoire parce qu'après, ça reste quand même des problèmes de famille. Mais ce que j'aimerais dire aux gens, c'est de vraiment faire attention. Vraiment faire attention. On a toujours tendance à courir chez ça et là. Oh, l'eau chaude. Toujours tendance à courir chez ça et là. Et ce qui fait que ma tante, après, ses enfants d'après, elle n'a pas fait l'eau chaude chez qui que ce soit. Elle se faisait l'eau chaude à elle-même. Donc, elle s'asseyait sur les seaux
la vapeur faisait son travail, etc. Elle n'est plus jamais allée faire le shoot de qui que ce soit, à part peut-être chez ma mère, puis c'est son dernier enfant. Donc, j'aimerais simplement nous sensibiliser. Aujourd'hui, Emma aurait pu être quelqu'un de grand, parce que le monsieur a dit que la femme, quand elle a vu la petite, elle a vu l'étoile d'Emma. L'étoile d'Emma était tellement grande, tellement forte, qu'elle a voulu s'accaparer de son étoile et retarder sa destinée. Ce qui a été malheureusement le cas. Donc aujourd'hui, Emma, aujourd'hui, elle est maman de 2 enfants, etc. Mais la vie d'Emma, vraiment, c'est pas vraiment ça. Donc j'aimerais vraiment nous encourager. Comme je le disais plus tôt, l'affaire de courir pour aller faire l'eau chaude chez les gens là, faisons très attention. À la limite, demandons à Dieu de nous donner un esprit de discernement. Vraiment, est-ce que là où je m'en vais faire l'eau chaude là, est-ce que rien ne va m'arriver? Quels sont les mauvais œils qu'il y a sur mes enfants? Et moi, je crois de tout cœur que Dieu nous révèle toujours des choses. Quelquefois, on est souvent dans le déni. Quand on demande vraiment à Dieu, il nous révèle ces choses. Mais quelquefois, on est dans le déni, on se dit que non, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est ma tante, c'est ma grand-mère. Elle peut pas. Tout le monde peut aujourd'hui. On est dans un monde où les gens sont devenus foncièrement méchants. La méchanceté gratuite. On ne paye pas ça quelque part. La méchanceté gratuite. Donc, j'aimerais dire à toutes les mamans ou à tous les parents de faire attention. Les hommes aussi, vous avez un droit de regard. Si votre femme dit qu'elle va aller faire le show chez telle ou telle personne, même si c'est votre propre mère, si votre esprit ne donne pas, ne laissez pas votre femme partir faire le show chez votre mère. Combien de personnes sont restées chez les gens prétendument chez qui sont partis faire le show? Combien de destinées sont restées là-bas? Combien de destinées ont été avortées chez ces personnes de mauvaises intentions? Et la dame en question dont je suis en train de vous parler, elle a fait un tapage dans la famille. J'aurai l'occasion de venir vous raconter encore d'autres histoires. Elle a fait un tapage dans la famille. Un tapage dans le sens où beaucoup de personnes sont passées sous son épée, si je peux le dire ainsi. Donc voilà l'histoire d'Emma. Donc j'aimerais simplement vous dire merci pour l'écoute. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, que je me suis exprimée calmement. Donc je reviendrai certainement pour d'autres histoires. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir à toute la communauté DMG. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Je vous incite à vous abonner et liker. Je voulais vous raconter une histoire qui me vient de ma grand-mère. Elle date des années 80 à 90. Comme tous les week-ends, ma grand-mère est encore toute jeune. Donc, elle aimait faire la fête, tout, comme tous les jeunes de son âge. Un jour, elle revenait, elle avait pour habitude quand elle allait en boîte de toujours emmener un pan dans son sac. Elle allait toujours en groupe avec plein de copines. Maintenant un jour elle est partie en boîte comme d'habitude à 3h du matin. Elles ont pris un taxi pour rentrer à la maison. Elles étaient à 4. Ses copines sont restées. Elle habitait un peu devant, elle a continué avec le taxi. Maintenant elle a vu une église au loin, l'église qui était l'église de son quartier. Elle a dit elle a dit au chauffeur, laissez-moi ici, je suis pas très loin de l'église et puis il y a encore de la lumière. L'église a des gardiens, tout ça, donc je serai en sécurité. Elle est descendue du taxi, elle a pris son pagne. Quand elle allait en boîte, elle avait acheté un morceau de pain. Un morceau de pain qu'elle avait mis dans son sac avec le pain. Pour faire croire aux gens qu'à 3h du matin, elle était allée chercher du pain parce qu'elle avait faim. Maintenant, en allant vers l'église, elle a remarqué que l'église était très calme, mais il y avait de la lumière à l'intérieur. Elle s'est dit, je vais passer vers l'église pour aller voir ce qui se passe. Arrivée devant l'église, elle voit que le pasteur de l'église est là, mais il n'y a pas de fidèles. Mais pourtant, il prêche la parole de Dieu. Elle s'est mise à côté et puis elle a commencé à regarder. Oh, mais comment ça? Il est en train de prêcher la parole de Dieu et puis il n'y a aucun fidèle dans l'église. Elle s'est demandé, mais donc il parle avec qui comme ça? Le pasteur a prêché. Maintenant, à la fin, il a commencé à donner aux gens la communion. Il avait plein de communion sur ses bras. Il commençait à donner. Maintenant, quand il donnait, les communions disparaissaient de ses bras alors qu'il n'y avait aucun fidèle dans l'église, juste lui-même qui était dans l'église. Maintenant, ma grand-mère s'est demandé comment ça, l'offrande est en train de disparaître alors qu'il n'y a personne dans l'église. Soudain, quand le pasteur a fini de prêcher, il a pris de l'eau bénite, il a jeté. Et puis, la séance s'est terminée.
Elle s'est arrêtée, elle s'est figée carrément devant la porte de l'église. Elle n'arrivait plus à bouger. Elle sentait juste le vent qui sortait de l'église. Mais il n'y avait aucune personne, juste le pasteur qui était resté dans l'église. Juste du vent qui partait, du vent qui sortait de l'église. Mais elle n'arrivait même pas à bouger. Elle était genre figée carrément devant la porte de l'église. Maintenant, le pasteur a avancé, il n'avait pas vu ma grand-mère, il a avancé, il est venu pour refermer la porte de l'église. Comme ses fidèles invisibles étaient déjà sortis, il est venu pour refermer la porte de l'église. Dès il voulait refermer la deuxième porte, ma grand-mère est sortie. Je ne sais pas si c'était une paralysie. Elle est sortie de sa paralysie et puis elle s'est mise à courir de toutes ses forces. Elle s'est mise à courir vers chez elle. Dès qu'elle est arrivée chez elle, ma grand-mère n'a pas dormi toute la nuit. Elle a eu une grande fièvre. Elle est tombée malade au moins une semaine. Elle était malade pendant une semaine. Elle est allée à l'hôpital, elle a fait tous les examens. Il n'y avait aucune maladie. Elle a raconté aux gens l'histoire. Ils sont repartis à l'église. Comme ma grand-mère était une habituée de l'église, ils sont allés voir le pasteur. Et maintenant, elle a expliqué au pasteur que moi, j'étais là la fois passée, vers les 3 heures du matin, j'ai vu ce que vous faites. Le pasteur a dit, moi, je vois que c'est un de mes fidèles invisibles qui t'a maudit. Il voulait te voler ton âme parce que c'est interdit aux gens vivants de voir ce genre de culte. Ma grand-mère elle s'est dit, comment une église peut avoir ce genre de choses à l'intérieur? Ma grand-mère, le pasteur l'a dit, il faut qu'on te fasse une délivrance. Ma grand-mère, bien sûr, elle a décidé de ne pas faire de la délivrance dans cette église parce qu'elle trouvait que l'église était bizarre, était satanique. Elle est partie dans une autre église et puis on l'a exorcisée là-bas. Jusqu'à présent, ma grand-mère va bien, en tout cas, tout va bien. Donc, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schneezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.